Salut à tous, rendez-vous avec l'entreprise du futur. On va s'intéresser au carburant de la reprise. J'ai presque envie de dire ce par quoi tout commence, mais aussi malheureusement parfois ce par quoi tout finit. Je parle du cash et c'est parti pour parler du cash pendant une demi-heure. Et forcément, si on parle du cash, si on s'intéresse à la situation des entreprises françaises en matière de trésorerie et d'endettement, on est obligé de se tourner vers l'Institut Rexecode et vers son directeur général, Denis Ferrand. Voilà. Non, mais vraiment, je le dis avec un infini respect, Denis, vous faites un boulot mais extraordinaire et surtout, vous diffusez très largement l'ensemble de ces informations. Et donc, voilà, je tenais à vous en remercier. Et juste un mot d'abord. Moi, je me souviens, j'ai eu la chance d'interviewer d'un des patrons historiques d'HSBC au moment de la grande crise financière. Et alors, il parlait français et il me disait « N'oubliez jamais, c'est la liquidité qui tue les banques, rien d'autre. C'est la liquidité qui tue les entreprises, Denis, et rien d'autre. » Qui tue les banques, qui tue les entreprises, pareillement. Les entreprises, elles ne disparaissent pas parce qu'elles n'ont pas de résultats. À terme. À la fin des fins, oui. À la fin des fins. Mais elles disparaissent parce qu'elles n'ont plus de cash. Parce qu'à un moment, il y a des difficultés de paiement. Des difficultés de paiement, ça veut dire assignation au tribunal de commerce, ça veut dire entrer dans une procédure de redressement qui, des fois, débouche sur une procédure de liquidation. Cash is king, et c'est le cash qui permet de perdurer. Autre expression, TTPM, je ne sais pas si tu connais ça, Denis. Ta trésorerie est plus importante que ta mère. Ah oui. C'est pas mal ça, hein. Et ça c'est pour les start-upers. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la meilleure idée du monde sur le marché le plus prometteur du monde. Si vous n'avez pas la trésor, vous n'y arriverez pas. Oui, tout à fait. Et c'est exactement ça. Le pilotage de la trésor, c'est quelque chose qui est par trop négligé et qui est pourtant source de la viabilité d'une entreprise. La viabilité immédiate. Mais c'est toujours des incidents immédiats qui vont faire qu'une trajectoire d'une entreprise qui était partie sur Sky is the limit, elle se retrouve d'un seul coup à flancher. Alors, situation aujourd'hui de la trésorerie des entreprises françaises. Bonne. Très bonne, même, je serais tenté de dire. Tu dis très bonne, toi. Tout le monde me parle de masse d'endettement absolument invraisemblable. Toi, tu me dis très bonne. Oui, vas-y, il faut m'expliquer. Très bonne, mais parce que l'autre versant, masse d'endettement, a aussi raison. Elle est très bonne, mais cette trésorerie, elle est bonne parce qu'il y a eu une possibilité de recourir à de l'endettement. Cette trésorerie, elle n'est pas bonne parce qu'il y a de l'activité. Ce qui est important, c'est de comprendre quelle est la genèse de cette abondance de trésorerie. Quand tu regardes toutes les enquêtes, et nous allons sortir dans 2 jours l'enquête que l'on fait avec Bpifrance auprès de 600 PME, elles nous disent, non, la trésorerie, ça va, et en plus, je sens qu'elle va encore s'améliorer. Mais parce que jusqu'à présent, il n'y a pas de flux sortant. Mais en revanche, il y a eu des flux entrants. Sauf que les flux entrants, ce n'est pas des flux qui sont liés à l'activité, ce sont des flux qui étaient liés à l'endettement. Ouais. Donc, oui. Bon, mais non, mais alors à toi, c'est sain ou c'est pas sain? On est content ou on n'est pas content? Mais c'est très bien. C'est très bien parce que ça t'a évité une chose, ça t'a évité les difficultés de paiement, ça t'a surtout permis autre chose qui est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans les récessions, c'est le fait que l'investissement a reculé moins que ne l'a fait le PIB. Voilà, ça c'est important. Détaille ça. C'est incroyable. Alors, je vais prendre 2 chiffres. Le PIB aujourd'hui, au premier trimestre, c'est 4,4% en dessous de son niveau préalable à la pandémie. Ouais. L'investissement, 2,4 points seulement en dessous de son niveau préalable à la pandémie. Habituellement, quand le PIB recule de 1, l'investissement recule de 3 ou 4. Et bien là, il a moins reculé. 2008, le PIB recule de, j'ai déjà oublié combien? Alors, le PIB, il a reculé de 2,8. Voilà, c'est pour ça que j'avais le chiffre de moins 9 sur l'endettement, c'est ça? Oui, voilà, tout à fait. C'est ça, très spectaculaire. En fait, donc là, on aurait pu avoir moins 30 finalement sur l'investissement. Tu vois, alors là, j'ai vu Stephen Roach qui a récemment confessé qu'il a fait sa pire erreur de prévision en 2020, il n'avait pas vu le redressement. Nous, notre pire erreur de prévision, c'était de dire en avril, l'investissement, ça va être moins 25. Mais tout simplement parce qu'on prenait les régularités du passé. C'est-à-dire, on avait dit moins 8 de PIB, ça fera moins 25 d'investissement. Sauf qu'on avait oublié un truc. La trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Et à partir du moment où on préserve la trésorerie, eh bien, il n'y a pas de problème. Mais c'est une trésorerie liée à l'endettement. Donc, vive les PGE. Alors, trésorerie à l'endettement. Arrive ce sujet compliqué, non pas dans les grandes entreprises, mais dans les PME. C'est confondre
le tiroir caisse et l'argent de poche. Voilà, je vais le dire comme ça. C'est-à-dire, est-ce que le souci, là, justement, pour les dirigeants de PME, ça ne va pas être essayé de voir... Il va falloir le rembourser, quand même, ce prêt garanti d'État. Bien sûr. Autre chose, on dit dans les commerces, ne pas confondre bénéfices et chiffre d'affaires. Bon, ben voilà, ça veut dire la même chose. La même chose. Mais voilà, c'est ça, exactement. Il va bien falloir le rembourser, mais surtout qu'on arrive quand même dans un moment où très bien, il y a de la reprise d'activité et on voit que tous les pays sont en train d'enclencher. La France enclenche comme les autres. Ce faisant, tu vas avoir une remontée de tes besoins de financement pour pouvoir soutenir ta reprise. Et on le fait à un moment où, comme tout le monde a déjà redémarré, eh bien, il y a ce que l'on voit sur les coûts. Il y a une augmentation des coûts, il y a des difficultés d'approvisionnement, une augmentation des coûts qui est très importante. Et une partie de la trésorerie va être soluble dans cette évolution de coûts. En revanche, la dette, elle n'est pas soluble dans cette remontée. Et ça va dépendre, alors encore un terme technique, du pricing power des entreprises. Est-ce que ce qui va être soluble, cette remontée de coûts, je vais pouvoir la transmettre dans les prix? Je vais pouvoir la répercuter. Et si je la transmets dans les prix et que derrière, ça se transmet dans les salaires pour protéger le pouvoir d'achat, alors là, on est sur une boucle inflationniste. Voilà. Là, on passe sur une boucle inflationniste. Je ne pense pas qu'on arrivera jusqu'à la boucle inflationniste, jusqu'à ce point ultime de la boucle inflationniste, qui est le redémarrage des salaires, la hausse des salaires. J'ai plutôt l'impression qu'il va y avoir un prélèvement sur les marges qui va s'exercer. L'enjeu, c'est de savoir de quelle marge parle-t-on. C'est ça. Est-ce qu'on parle de la marge des producteurs? Est-ce que l'on parle de la marge des distributeurs? Et là, il va y avoir des foires d'empoigne extrêmement importantes qui vont se faire dans cette sortie de récession, dans cette reprise d'activité. Et ça veut dire, alors c'est super intéressant, Denis, et on va en discuter dans la deuxième partie de cette émission. Ça veut dire que là, on a peut-être quelque chose quand même d'un peu touchy pour les chefs d'entreprise, parce que, ok, j'ai de la trésorerie, ok, il faut que je rembourse mon PGE, mais en même temps, il y a une telle pression sur ce PGE que... Bon, je vais commencer à le rembourser, mais en fait, personne ne va me mettre le couteau sous la gorge. Ouais. Et donc, je peux me servir de cette trésorerie pour ne pas répercuter cette hausse de coûts de matières premières. C'est pas très bon, ça. Non, c'est pas très bon. C'est pas très bon, ça. Ça. Parce que de facto, tu le prends sur tes marges. Exactement. Et en fait, on va se retrouver dans une situation où tu as eu ta dette sera restée, mais en revanche, tes résultats, en 2020, ils n'ont pas été super. Donc, tu vas progressivement te retrouver avec une impossibilité de remonter dans tes fonds propres les résultats que tu as fait en 2020 et que tu feras peut-être pas tant que ça en 2021 parce qu'il y a cette pression sur les coûts qui s'exerce et que tu ne répercutes pas. Et donc, tu te trouves à terme avec un déséquilibre entre ton niveau d'endettement et ton niveau de fonds propres. Et donc, ton financement de l'investissement, il va devenir plus difficile. L'ensemble de ceux qui demandent assez régulièrement à ce qu'on repousse encore l'échéance de remboursement des PGE, à t'entendre, c'est pas la peine. Justement, en fait, moi, j'aurais plutôt une autre tonalité. C'est-à-dire que si vous avez la possibilité de sortir du PGE, sortez du PGE, mais ce faisant, vous avez un levier de négociation auprès de votre établissement financier avec lequel vous travaillez habituellement qui devient très important. C'est le moment ensuite de pouvoir dire, attendez, on reprend une situation normale, on est revenu dans une situation classique, et dans ce cas, vous, mon financeur habituel, eh bien, on retrouve un mode de fonctionnement habituel. Et c'est plus... Donc, renégocier vos conditions de crédit si vous remboursez le PGE de manière anticipée. Je pense que c'est un levier, c'est un moment qui est important à saisir. Mais tu avais, toi aussi, une réflexion importante sur alors, ce qu'on appelle maintenant les prêts participatifs, c'est-à-dire la transformation d'une partie de ces prêts en capital. Oui. Est-ce que tu peux nous redonner un petit peu cette réflexion là-dessus, Denis? Il y a effectivement l'idée de ce que les prêts, on peut tout à fait imaginer, mettre en place des prêts qui ne seraient remboursés qu'à partir du moment où il y a retour à bonne fortune de l'entreprise. Donc là, ce sont des dispositifs d'État auxquels on pouvait penser à un moment ou à un autre, enfin, créer les conditions pour qu'il y ait une amorce de prêts participatifs. Mais plus fondamentalement, me semble-t-il, c'est bien la mise en relation de cette épargne avec les fonds propres, de l'épargne abondante, avec les fonds propres des entreprises. Ouais, c'est ça. Et donc, les canaux qui permettent de drainer ces dispositifs. Alors, pour le coup, ta vision de macroéconomiste, l'ensemble de, effectivement, ces pénuries-là. Moi, j'ai des gars, mais c'est des petites boîtes qui le ressentent, là, qui m'envoient assez régulièrement la façon dont les hausses de prix sur... Mais c'est tout en ce moment. Les films plastiques, évidemment, l'ensemble des matières premières alimentaires. Enfin, est-ce que ça peut gripper la reprise, Denis? Tu vois, on est arrivé à un moment qui est assez surprenant. C'est que en sortie de récession, on n'a jamais vu autant de boîtes qui déclarent avoir des difficultés d'approvisionnement dans le monde industriel et aussi peu de boîtes qui déclarent avoir des difficultés de trésorerie. Alors qu'habituellement, quand tu sors d'une récession, tu es exactement dans une situation inverse. Aucun problème d'appro, mais en revanche, la trésor, c'est dur. Là, on est complètement à front renversé. Et au final, on se rend compte qu'il y a plus d'entreprises qui déclarent avoir des difficultés à pouvoir produire, des difficultés d'offres, qu'il y a d'entreprises qui sont confrontées à une insuffisance de la demande. Et donc, on est en train de changer les paramètres
des difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises sont en train de basculer complètement. C'est l'offre, à nouveau, qui risque de dicter son tempo, la capacité à délivrer. C'est vraiment sens dessus dessous. Complètement. Toute cette crise nous amène vraiment dans une situation sens dessus dessous. C'est incroyable. Bon, on va continuer à parler de tout ça, de ce cash is king. Comme tu l'as dit, ta trésorerie est plus importante que ta mère. C'est la deuxième partie de cette émission tout de suite. Donc on repart les amis, on repart avec Laurent Doébel. Bonjour Laurent. Bonjour. Directeur général d'Urios, vous allez me raconter ce que fait Urios. Je crois que vous avez passé 10 ans chez Euler Hermès. Exactement, voilà. 10 premières années de ma vie chez Euler. Et puis après, j'ai navigué sur d'autres voies de conseil, finance, haut de bilan, bas de bilan. Voilà, une bonne connaissance de la finance. Et donc du cash, et c'est vrai que l'assurance crédit est une des dimensions importantes du cash. Et alors avec vous, Philippe Lassablière. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors vous êtes le PDG de Steva. Il faut que vous me racontez ce que fait Steva. J'ai découpage, emboutissage, cintrage de tubes. Moi déjà j'adore parce que voilà, on se rend bien compte qu'on est au cœur de l'industrie. Voilà. Oui, on est au cœur de l'industrie. Steva est une PME. Une idée de chiffre d'affaires. Alors, le chiffre d'affaires a beaucoup évolué depuis 2020. Donc cette année, on sera aux alentours de 35 millions d'euros de chiffre d'affaires. Évoluer. Ah non, attendez, ça m'intéresse. Évoluer dans quel sens? Parce qu'on a des tas de secteurs industriels, en fait, qui, finalement, parce qu'ils n'étaient pas couplés à l'aéronautique ou à l'automobile, n'ont pas été impactés par ce qu'on vient de traverser. Vous l'avez été? Oui, on l'a été un peu. On le sera encore jusqu'à la fin de l'année, probablement. Du fait des secteurs que j'ai cités? Steva travaille à 70% pour l'automobile. Ah, L'automobile n'est encore pas à son rythme habituel. Donc on a, en 2020, perdu à peu près 30% de notre chiffre d'affaires. Et en 2021, on va redresser, mais doucement, cette pente pour arriver, on l'espère, en 2022, à notre volume d'activité de 2019. Vous faites quel tube dans l'automobile? C'est quoi les tubes Steva? Je vais aller regarder. Alors, on traite tout type de tubes. En fait, pour l'automobile, on a surtout de l'emboutissage et du traitement de surface. Le tube est, lui, plus destiné au secteur agricole et au truck. Le secteur agricole pour le transport fluide, notamment. Ouais. Et le truck pour de la structure de cabine et de banquette, de couchage. Ouais. Et en emboutissage, les usines réalisent des pièces, soit des pièces élémentaires, soit des sous-ensembles. Alors emboutissage, il faut le dire d'un mot, pour ceux qui ne sont pas au cœur de l'industrie, on tord la tôle, quoi. Voilà, vous partez de ce que l'on appelle un coil, c'est-à-dire une bobine de métal, que vous déroulez dans une presse et que vous déformez pour arriver à obtenir la forme finale de l'élément. Oui. Ça donne des choses invraisemblables et sublimes, quand même. Enfin, je le dis d'un mot, mais on arrive à faire des espèces de dessins de tôle qui sont exceptionnels aujourd'hui. Oui. Alors les technologies nous ont permis aussi de progresser. Et traitement de surface, c'est pour accueillir la peinture après, c'est ça? Alors traitement de surface, on va plutôt protéger les pièces, soit par des traitements zinc, nickel ou cataphorèse, et on va permettre aux pièces de durer plus longtemps dans le temps, et ce qui permet maintenant d'avoir des véhicules qui peuvent durer une dizaine d'années sans trace de corrosion. Un mot là-dessus encore, Laurent, et puis on va rentrer dans le dur de la bataille du cash, mais plan de relance, c'est-à-dire le mal nommé plan de relance, il se trouve, je ne vais pas le nommer, mais c'était une petite PME, c'était une PME comme vous d'à peu près, non, elle était plus petite que vous, elle faisait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires en traitement de surface, 200 000 euros de... Bim, dont en fait, subvention directe due au plan de relance pour moderniser, robotiser l'ensemble de la chaîne. Est-ce que vous aussi, vous avez pu bénéficier de ces... On vient de bénéficier, il y a 2 jours, de cette aide. Non mais moi je veux insister là-dessus, parce qu'en fait on ne le raconte pas assez. Pour le coup, l'État vous donne du pognon pour moderniser l'outil industriel. Oui, alors l'État nous donne de l'argent pour moderniser l'outil industriel et surtout assurer un futur à nos entreprises. Exactement. Alors pas sans contrepartie, puisque nous devons aussi abonder à ce projet. C'est-à-dire que ce n'est pas l'État qui finance 100% du projet. L'entreprise en finance une partie. Combien? 80% quand même. Alors, dans notre cas, c'est 50%. Et ça peut monter en effet jusqu'à 80%. C'est ça. De participation de l'État. Maintenant, l'objectif est clair. L'objectif est de faire en sorte que demain, nos entreprises soient encore plus compétitives, puissent aller chercher des marchés ailleurs que sur les marchés habituels, et que globalement, l'image de marque de l'industrie française s'améliore.
Dernière question, pardon Laurent, mais en fait je suis passionné par l'ensemble de ces histoires. C'est beaucoup plus passionnant de toute façon. Non, parce qu'après on va parler du moteur de tout ça, on est dans l'automobile, on va parler du moteur de tout ça et du cash. Non, là je regardais et on suit tous ce qui se joue avec les fonderies en ce moment. Ouais. Et c'est vrai que, alors c'est la transition énergétique finalement, le passage du diesel à l'électrique qui est très violent, enfin la disparition du diesel en fait, qui est très violent. Bon, là-dessus on voit des constructeurs automobiles qui quand même ont mauvaise presse, dont on dit qu'ils ne respectent pas les petits sous-traitants. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, dans les relations que vous pouvez avoir, vous, donc petits sous-traitants à 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec des constructeurs qui sont aujourd'hui des géants? Alors nous sommes rang 2, c'est-à-dire que nous travaillons pour des équipementiers qui eux-mêmes travaillent pour des constructeurs. Ouais. Le monde de l'automobile est certes un monde un peu difficile, les relations sont parfois tendues, mais c'est un monde qui nous fait vivre au quotidien. Ouais. Voilà, qui nous apporte des volumes que d'autres secteurs ne savent pas apporter et qui correspondent à nos technologies, notamment dans l'emboutissage. Donc le monde de l'automobile est un secteur globalement comme un autre, avec ses avantages, ses inconvénients. Est-ce qu'il est conscient, est-ce que ces géants sont conscients aujourd'hui de l'écosystème qu'ils irriguent et dont vous faites partie? Alors, on va trouver tout type de cas, évidemment. On peut noter vraiment de la bienveillance parfois, de la part des constructeurs et des équipementiers vis-à-vis de leurs sous-traitants. À partir du moment où vous délivrez. Mais il faut être lucide. Tout le monde a besoin de tout le monde. Et les gros ont besoin des petits pour fonctionner. Parce que si les sous-traitants de rang 2 comme nous ne sont pas là pour leur fournir les pièces élémentaires, les petits sous-ensembles, ils ne les auront pas. Donc tout le monde a besoin de tout le monde. Laurent, gestion du cash, donc, dans cette période. Alors, justement, que peut apporter Urios à une entreprise, et si Philippe est là, je pense que c'est un bon exemple, qui tout à coup, j'imagine que c'est cette histoire-là qu'on peut raconter, voit le sol se dérober sous ses pieds? Oui, alors nous, notre rôle chez Urios est assez simple. Enfin, simple. Il se comprend simplement. Après, à réaliser, c'est autre chose. Ouais. Mais ça se comprend simplement. Comme l'indique Philippe, quand une société subit une baisse de chiffre d'affaires significative, et comme on est sur un sujet de relance, on peut se poser la question de savoir comment va-t-elle faire derrière lorsque ces marchés vont de nouveau s'ouvrir. C'est vraiment ça le cœur du sujet. Exactement. Et lorsqu'on vient de subir une crise telle que celle que l'on vient de subir, le maître mot, on ne peut pas dire que ce soit confiance. On pourrait plutôt dire défiance. On pourrait même dire méfiance. En tous les cas... Denis Ferrand vient de nous dire là que les entreprises étaient gorgées de cash quand même, grâce au PGE, grâce à l'ensemble des aides. Ah, alors ça, c'est peut-être une vision un peu plus macro. Nous, on est une vision un peu plus micro. Moi, aujourd'hui, je suis confronté, sur les analyses que nous faisons, à des sociétés qui ont effectivement perçu du cash. C'est indéniable. Mais quand vous avez consommé 80% de votre cash ou 100% de votre cash, et que vous êtes dans une situation où tous les mois, vous êtes cash burn... Il y en a beaucoup comme ça. Il y en a beaucoup comme ça. Il y en a beaucoup comme ça. Quel secteur, là? Là, on peut aller dans tout le retail. Oui. Style, alors, OK, le retail. Qui est un vrai sujet. On a un autre On va sujet. même dire retail, mode habillement. Voilà. Oui, toute la partie textile. Toute la partie textile. On pourrait dire la partie jouets, et puis le tourisme. Oui, voilà, mais on a également des entreprises de TP. Parce que sur le BTP, il ne faut pas oublier également qu'il y a eu des marchés qui ont été décalés, des baisses de marché. Donc on a pu combler des trous grâce au PGE. Attention, PGE, mais aujourd'hui, on en parlait avec Philippe avant de rentrer en plateau. Combien d'entreprises sont sous perfusion? Aujourd'hui, on est dans une économie sous perfusion. Ouais. Quand est-ce qu'on enlève la perf? Que va-t-il se passer quand on va enlever la perf? Moi, je ne sais pas. Je crois qu'en ce moment, là, Bruno Le Maire se pose exactement la même question. On ne sait pas. Ce que l'on sait, nous, c'est que pour répondre à votre question... Non, mais la perf, vous pouvez l'enlever, pardon de le dire comme ça, au fur et à mesure du retour de l'activité. Ah mais voilà. Et c'est là où on a besoin de vous. C'est exactement ça la question. C'est la gestion du cash super fine. Au moment où l'activité repart. Donc ça veut bien dire que tant que l'activité ne repart pas, je ne régénère pas de cash. Ne régénérant pas de cash, je ne peux pas assurer ma dynamique et mon avenir. Ouais. Sauf que avant de générer du cash, vous avez demain des bons de commande qui arrivent. Il y a juste un petit delta entre le moment où vous allez rentrer du cash, juste avant, il va falloir en sortir. Ouais. Voilà.
Donc, pour pouvoir en sortir, il va bien falloir que vos fournisseurs vous aident, il va bien falloir que vos clients vous aident, il va bien falloir peut-être que votre banquier vous aide. Alors, il va vous falloir un minimum de cash avant d'en avoir. Et alors, un mot là-dessus qui va nous faire rentrer dans le vif du sujet. Et on a le droit, c'est Bismart, c'est fait pour ça. Tout le monde, en fait, quand je dis tout le monde, l'ensemble de la sphère publique est obsédé par les délais de paiement. Et donc, c'est ce qu'on appelle procure to pay, finalement. Mais face au procure to pay, il y a le fameux order to cash. C'est l'essentiel. Oui, essentiel, mais est-ce que j'ai raison si je dis qu'il est en fait parfois délaissé par les entreprises et disons qu'il n'y a pas la pression publique, DGCCRF et même opinion publique sur l'order to cash qu'il y a sur le procure to pay, ce qui fait que c'est parfois pas la priorité en fait d'entreprise. Je peux vous le dire, moi j'ai discuté avec des directeurs financiers de l'aéronautique. Les gars, en fait, ne savaient pas de combien de cash ils avaient besoin chaque jour. Oui. Jamais ils avaient fait le calcul. Oui. Mais très souvent, si vous voulez, on oppose... alors, dans la finance, c'est un peu rapide ce que je vais dire, mais globalement, il y a le haut de bilan, il y a le bas de bilan. Ouais. Le bas de bilan, c'est les factures clients, c'est les factures fournisseurs. Bon, tout ça, c'est pas très noble, hein, n'est-ce pas? Ouais. C'est payé... Ouais. Mais ça représente un poids qui est absolument colossal. Et aujourd'hui, je peux vous dire, je pense que j'ai à mes côtés un dirigeant de PME, je pense qu'il sait régulièrement où se situe sa position de trésor, les encaissements qu'il a, les retards qu'il peut avoir vis-à-vis de ses clients et les enjeux qu'il a vis-à-vis de ses fournisseurs. Et ça, c'est une technologie qui le permet ? Ça n'est pas uniquement une technologie. Je pense qu'évidemment, on a des outils aujourd'hui qui permettent d'avoir une très bonne visibilité sur le bas de bilan de toutes les entreprises. C'est pas un simple logiciel comptable qui permet de le faire. Il faut une couche supplémentaire. Mais il y a aussi tout le flux et puis la vision complète avec les partenaires bancaires, les partenaires financiers, l'ensemble des tiers. C'est-à-dire que là aussi, vous parliez tout à l'heure d'écosystème quand on parlait d'automobile, de sous-traitants. Tout ça, c'est un écosystème. Et bien de la même façon, il existe le même écosystème qui doit être géré, appréhendé, accompagné, sur lequel il y a des sociétés qui amènent des compétences, des expertises, de façon à ce que les entreprises puissent gérer cet order to cash du début jusqu'à la fin le mieux possible. Voilà. Philippe, rapidement, justement, quand, j'en sais rien, moi, le moment où tout s'est arrêté, là, pour vous, oui. D'abord, vous aviez une idée à peu près claire de votre budget zéro ou de votre point mort, ou vous l'aviez absolument pas ? Si, on l'avait. On l'avait. Ce qui a surpris tout le monde, c'est la violence de l'impact. Je prenais l'exemple tout à l'heure avec Laurent. On a perdu 80% de notre chiffre d'affaires en 48 heures. Ça n'était jamais arrivé. On a fermé nos entreprises. On ne se rend pas bien compte. Mais c'est ça. Et puis, comme on disait, on ne pouvait pas se l'imaginer avant. Mais qu'en le vivant, qu'on se rend compte de ce que ça fait. C'était quelque chose à laquelle on ne pouvait pas se préparer. Comment est-ce qu'on verrouille le cash à ce moment-là ? Alors, verrouiller le cash tout en faisant attention, j'imagine, à ne pas tuer l'ensemble de ceux avec lesquels dont vous travaillez et dont vous aurez besoin. On en a parlé il y a un instant. Oui. Alors, on a, nous, eu un avantage dans cette période, c'est que l'on connaissait déjà Urios. Donc, on avait déjà un système en place qui nous a mis à l'abri d'un phénomène qui a été très impactant pour les entreprises, à savoir la réduction de l'exposition au risque des assureurs crédit. Ouais. Là, les choses, pour beaucoup, se sont passées de manière, là aussi, violente et dramatique, dans certains cas, puisqu'ils sont passés à zéro en assurance crédit. Donc, paiement comptant des fournisseurs. On était protégés de ça, nous, grâce à Urios. On avait déjà mis en place depuis un an, à peu près. Plus d'un an, oui. Alors, attendez, il faut le dire. Protégés de ça grâce à Urios, pourquoi ? Parce que c'est vous qui donnez la garantie à ce moment-là ? Oui, c'est-à-dire que la garantie, c'est un produit qui est assez particulier. C'est le gros avantage, c'est qu'il est à la main de notre client. Notre client étant Steva, c'est Steva qui choisit avec quel fournisseur il va travailler et avec quel fournisseur il va accorder une garantie. Voilà. Donc ça reste à la main du dirigeant de l'entreprise. Alors, tout ça, on le fait parce qu'on est partenaire. On est partenaire. Moi, j'insiste beaucoup sur cette transparence, sur cet écosystème. On est liés, on est des partenaires. À partir du moment où on a cette visibilité, Philippe nous dit, là, moi, je perds 80% de mon chiffre d'affaires. OK, c'est un problème, certes. Mais discutons-en, regardons. C'est quelque chose qu'on peut avoir une discussion sereine, ce serait un grand mot, mais on peut avoir une discussion posée sur le sujet et voir ce que l'on peut faire ensemble. Voilà. Une discussion ouverte. C'est une discussion ouverte. Oui, mais alors, Laurent, là, je me tourne vers vous, parce que Philippe, il a une baisse de 80% de son chiffre. Mais des centaines d'autres clients d'Urios ont une baisse comparable.
Donc à ce moment-là, c'est pour Urios que ça commence à ne plus devenir une discussion sereine. C'est-à-dire effectivement, vous pourriez reposer le sujet comme ça. Effectivement. Mais, qui assure l'assureur? Vous voyez, c'est ça le truc. Si vous voulez, une fois de plus, on parle métier. de risque. Non, mais on parle de risque. Je ne vais pas dire que tout ça n'est que de la gestion de risque, mais c'est de la gestion de risque. Or, le risque, à un moment donné, c'est comme quand vous êtes en bourse, hein, vous risquez de perdre, vous risquez de gagner, mais votre perte ou votre gain, vous ne le constatez que le jour J. Donc nous sommes en face de ça, en train de faire de la gestion de risque, de le pondérer en fonction des secteurs, des entreprises, et surtout, la chose la plus fondamentale pour moi, c'est, et on en revient sur notre sujet majeur, c'est quelle est la confiance que l'on a dans l'entreprise, dans les hommes qui composent cette entreprise, à générer du cash à une période X. Parce qu'à partir du moment où vous dites « je gèle tout sur 60 jours », ok, tout est gelé sur 60 jours, mais c'est gelé pour tout le monde. La question est, dans 60 jours, que va-t-il se passer pour X, Y, Z? Qui aura la capacité, qui aura les marchés, qui aura la confiance pour pouvoir repartir? Laurent, c'est de la statistique qui vous permet de répondre? Ou c'est l'intelligence que vous avez des processus? Alors là, c'est une très bonne question. Nous, aujourd'hui, nous avons très peu d'intelligence artificielle, pour ne pas dire nous n'en avons pas. Et je fais le pendant avec votre question sur la statistique, puisque à partir du moment où je manipule des chiffres, et puis je peux décider de telle ou telle chose selon telle ou telle situation. Nous, on a des gens qui descendent dans le dur auprès de l'entreprise, on prend les bilans, c'est le passé. Aujourd'hui, quel intérêt de regarder le passé? En fait, votre sujet, c'est ce qui se passe aujourd'hui, ce qui vient de se passer sur le mois d'avant, et puis la perspective que vous allez avoir sur votre capacité à fabriquer du cash. Ouais. C'est vraiment ça. Ouais. Donc on se met autour de la table, on regarde quels sont les différents scénarios qui sont posés, quelles sont celles qui ont le plus de chances d'arriver, et on analyse notre risque. Et là, ce n'est rien d'autre que Monsieur Dupont ou Madame Durand qui travaillent aux côtés de nos clients pour définir ça. Alors, évidemment, avec Steva, ça s'est bien passé. Il y a des clients... La majorité de nos clients, on les accompagne et on les accompagne assez longtemps dans des périodes qui ont été extrêmement compliquées sur l'année qui vient de s'écouler. Après, on n'augmente pas notre risque. C'est-à-dire que si demain j'avais peut-être un Steva bis qui arrivait, peut-être qu'on le regarderait différemment. Ouais, c'est ça. Mais on pondère. À ce moment-là, on pondère. Mais on a une relation de confiance, on est vraiment des partenaires. Pour se séparer, il faut vraiment qu'on arrive sur des choses complexes. Alors, on arrive au bout. C'est pas le boulot d'un banquier de faire tout ça? Ça n'est pas que le boulot d'un banquier. C'est pas le boulot du banquier d'analyser les bilans de Steva et de voir s'il peut continuer à l'aider ou pas à l'aider? Philippe. Si, c'est aussi le boulot d'un banquier, évidemment. Les banques ont été très très sollicitées ces derniers temps, notamment au travers des PGE, même si les conditions étaient particulières. On sait que nous, maintenant, l'accès aux banques va être limité dans les mois et peut-être les 2 années qui viennent. Et puis, de toute façon, ça ne répond pas à la solution de financement du BFR. Ouais. Donc, il faut trouver d'autres partenaires. 30 secondes. Il y a eu une prise de conscience sur l'ensemble de ce dont on vient de parler à l'issue de ce choc? Nous, aujourd'hui, on a des gens qui viennent nous voir sur des sujets qui n'étaient pas les leurs. Je reviens sur cette logique de logiciel pour optimiser l'order to cash. On a des gens qui viennent nous voir sur ce sujet. Ce n'était pas le cas avant. Ouais, Est-ce que c'est une prise de conscience? C'est pas impossible. Oui, je crois. Ouais, c'est pas impossible. Merci Laurent. Laurent Doébel, donc directeur général d'Urios, Philippe Lassablière qui est le PDG de Steva. Et merci à vous de nous avoir suivis durant cette émission.